Bonjour, bienvenue au cours d'interaction fluide et structure à la destination du génie civil. Aujourd'hui, nous allons étudier la masse des Dirac. Paul Dirac est un mathématicien, fils d'un père suisse d'une mère anglaise. Il est de nationalité britannique car il est né en Grande-Bretagne d'une mère britannique. Brillant étudiant, il rentre à l'université de Cambridge en 1923. À cette époque, la mécanique quantique commence à se développer. Dirac rencontre dans cette période Bohr et Heisenberg, deux des grands noms de la mécanique quantique. Les sujets l'intéressent et il commence à travailler sérieusement sur la mécanique quantique. Mais en même temps, Dirac s'intéresse aussi à la théorie de la relativité et développe par exemple la théorie relativiste de l'électron. Ses travaux sont nombreux, profonds et marquent l'histoire de la science à son époque. Certains les considèrent même comme étant du niveau d'Isaac Newton. Il reçoit les prix Nobel de physique en 1933 comme couronnement de ses travaux jusqu'à cette époque. En 1930, Dirac publie un livre, The Principles of Quantum Mechanics. Dans ce livre, il introduit la quantité delta. Il faut noter qu'il appelle bien une quantité et non pas une fonction. Par ailleurs, il précise clairement qu'il ne s'agit pas d'une fonction, du moins au sens usuel des mathématiques. La quantité delta, telle qu'elle est conçue par Dirac, est un symbole, c'est-à-dire c'est un élément mathématique dont les règles de manipulation sont bien définies. Nous pouvons donc les manipuler. Cependant, il ne s'en sert pas dans une théorie telle l'analyse. Il s'agit d'un symbole créé de manière indépendante dont on a défini les règles de manipulation et les propriétés, ce qui permet de l'utiliser dans les calculs. Mais une telle approche est insuffisante pour les mathématiciens qui souhaitent inscrire chaque symbole dans les cheminements qui démarrent dès les débuts des mathématiques, à partir de l'axiome du choix. Cette démarche est réalisée par un mathématicien français, Laurent Schwartz, créateur de la théorie des distributions. En 1950, Schwartz formalise la masse de Dirac dans le cadre de la théorie des distributions. Du point de vue moderne, delta est la densité des probabilités associée à une distribution de probabilités. En effet, considérons une variable aléatoire réelle qui prend une valeur unique 0. Probabilité d'x égale à 0 égale à 1. Il est facile à comprendre que pour toute fonction phi régulière, la moyenne des phi dx égale probabilité d'x égale à 0 qui multiplie phi de 0. Donc, phi de 0. On peut s'interroger sur sa densité de probabilités. Pour cela, rappelons-nous que la moyenne des phi dx pour phi régulière est l'intégrale sur les nombres réels
de la densité de probabilité f qui multiplie phi. Étant donné que cette intégrale donne phi de 0, nous allons retrouver ici le comportement de la masse de Dirac. Regardons cela d'un peu plus près. Essayons de tracer la fonction de répartition de x. Pour x négatif, la probabilité d'avoir x inférieur à x est 0, puisque x ne prend que la valeur 0. Donc, il n'a aucune valeur possible dans la région négative. Ainsi, sa densité de probabilité sera nulle dans cette région et sa fonction de répartition est nulle dans cette région. Considérons à présent x est strictement positif. Dans ces cas, quel que soit x, 0 est inférieur à x. Et donc, la probabilité d'x inférieur à x est égale à 1. Nous retrouvons encore une situation, une région où la dérivée de la fonction de répartition sera nulle. Nous aurons alors une densité de probabilité nulle dans cette région. Cependant, cette fonction, qui est une fonction de Heaviside, présente une discontinuité en 0. Nous ne pouvons pas la dériver de la manière usuelle. Pour cela, il nous faut une dérivée variationnelle. Rappelons la notion de dérivée variationnelle. La dérivée f' de f est l'élément tel que l'intégrale de f phi' de x égale moins intégrale de AB de f' phi de x pour toute fonction régulière telle que phi de b égale à phi de a égale à 0. Nous avons ici non pas une propriété des dérivés comme dans le cadre classique, mais la définition de la dérivée variationnelle. Ainsi, la dérivée variationnelle est l'élément qui permet de vérifier cette égalité. Considérons A est strictement inférieur à B est strictement inférieur à 0. Les deux sont des nombres négatifs. Comme nous avons vu, dans la région négative, f est nul. Donc, sur l'ensemble de l'intervalle AB, nous avons f égale à 0. Par conséquent, les termes de gauche, intégrale de f phi' de x, s'annulent quelle que soit la fonction phi. Par conséquent, la dérivée variationnelle est l'élément f' qui vérifie l'égalité intégrale de f' phi de x égale à 0, quel que soit phi. Puisque phi est quelconque, nous devons avoir f' égale à 0. Imaginez que f' soit une force et phi soit un déplacement. Vous avez donc une force qui réalise un travail nul, quel que soit le déplacement. Il s'agit forcément d'une force nulle. Supposons maintenant que A et B sont des nombres strictement positifs. Dans ces cas, nous avons f de x égale à 1. Par conséquent, l'intégrale de f fois phi' est égale à l'intégrale de 1 fois phi', soit l'intégrale de phi' de A à B. Par le théorème fondamental, nous avons que cette intégrale vaut phi de B moins phi de A. Puisque la fonction phi est nulle en A et en B, la valeur de cette intégrale est 0. Donc,
nous avons encore une fois l'intégrale d'A à B de f' phi de x égale à 0. Et ceci, quel que soit phi. Encore une fois, étant donné que phi est quelconque, f' doit être nul. Comme dans les cas précédents, vous pouvez imaginer que f' est un déplacement et phi est une force. Il s'agit d'un déplacement pour lequel le travail est nul, quelle que soit la force. Évidemment, il s'agit d'un déplacement nul. Nous avons ainsi retrouvé les propriétés que nous attendions des dérivées nulles dans les régions négatives et dans la région positive. Cependant, que se passe-t-il lorsque nous avons 0 à l'intérieur de l'intervalle d'intégration? Dans ce cas, la fonction f est nulle entre a et 0 et elle est égale à 1 entre 0 et b. Par conséquent, l'intégrale de a à b de f' se réduit à l'intégrale de 0 à b de phi' de x. Nous avons donc intégrale de a à b de f' égale à phi de b moins phi de 0. Puisque phi de b vaut 0, le résultat est égal à moins phi de 0. Nous avons donc que f' est l'objet qui réalise l'égalité intégrale de AB de f' phi de x égale à phi de 0. Rappelons que cette valeur coïncide avec la moyenne de phi de x, laquelle, normalement, s'écrit comme l'intégrale sur R de la densité de probabilité petit f de x, phi de x, dx. Encore une fois, phi étant quelconque, cette égalité ne peut se produire que si la dérivée de la fonction de répartition f est égale à la densité de probabilité petit f. Ainsi, la densité de probabilité de x est égale au petit f, objet mathématique qui permet de réaliser l'égalité intégrale sur R de f de x phi de x dx égale à phi de 0 pour toute phi régulière. Nous appelons cet objet une masse de Dirac. Nous utilisons alors la notation delta pour signifier la masse de Dirac. Parfois, on la note delta indice 0 pour préciser les points où la probabilité est égale à 1. Il s'agit de point 0. Nous pouvons généraliser la masse de Dirac à un autre point que 0. Par exemple, à un point A. Dans ce cas, la variable aléatoire vérifie p de x égale à 1, la moyenne de phi de x égale à phi de a, la fonction de répartition est f indice a, la densité est petit f indice a. Nous notons la masse de Dirac, delta indice a, ou parfois delta de x moins a. Si vous êtes critique vis-à-vis de la formalisation mathématique, vous pouvez remarquer que le travail du Schwartz a consisté simplement à reprendre les propriétés formelles définies par Dirac et leur donner un cadre. Cependant, il faut savoir que la théorie des distributions a conduit à d'autres conséquences et qui a produit un très grand nombre
des résultats en dehors de celui de la formalisation de la masse de Dirac. Comment pouvons-nous manipuler numériquement sur un ordinateur ou une calculatrice la masse de Dirac? Pour cela, il nous faut des approximations ou alors un logiciel de calcul symbolique. Par exemple, Maple ou Mathematica sont capables de manipuler la masse de Dirac en ne considérant que les propriétés générales qui ont été données et les règles de manipulation qui ont été définies. Déjà, des logiciels de calcul numérique ne peuvent pas les faire directement. Ils doivent utiliser des approximations. Une manière commode de construire une approximation de la masse de Dirac est de considérer des variables aléatoires des moyennes nulles dont l'écart type tend vers 0. Par exemple, nous pouvons considérer une loi de Gauss, une loi normale de moyenne 0, écart type sigma, et puis faire sigma tendre vers 0. Nous avons ici les graphiques des densités de probabilité de la loi normale n de 0 sigma pour des différentes valeurs de sigma. Nous voyons que quand sigma diminue, la probabilité se concentre sur un intervalle chaque fois plus petit autour de 0. Voici encore un autre exemple avec un sigma encore plus petit. Ainsi, nous pouvons construire des approximations de la masse de Dirac en considérant des densités de probabilité f indice sigma où l'écart type sigma tend vers 0. Dans ces cas, la moyenne du u de x s'écrit comme l'intégrale sur R de f sigma fois u. Voyons si cela fonctionne en pratique. Prenons par exemple la fonction u de x égale à cosinus x divisé par 1 plus exponentielle de moins x. Au point 0, la valeur de cette fonction est 1,5. Voici les résultats de l'intégrale calculée par la méthode des trapèzes pour des différentes valeurs de sigma. Pour les calculs, nous fixons un intervalle borné suffisamment grand jusqu'à moins 5 et jusqu'à 5. Sur cet intervalle, nous faisons l'intégration par la méthode des trapèzes. Nous voyons que lorsque la valeur de sigma diminue, la valeur de la moyenne s'approche de plus en plus de la valeur réelle 1,5. Considérons un deuxième exemple. Ici, nous prenons la fonction sinus x sur x. Cette fonction n'est pas définie en 0, puisque la valeur serait 0 sur 0. Nous considérons u de 0 comme étant la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Cette limite est égale à 1. En refaisant l'étude avec cette nouvelle fonction, nous voyons la convergence vers la valeur 1 au fur et à mesure que sigma tend vers 0. Bien entendu, nous pouvons considérer un point autre qu'est l'origine. Par exemple, prenons la densité de probabilité d'une loi normale des moyennes A et écart type sigma. Par exemple, considérons la première fonction avec A égale à 1. Dans ce cas, la valeur du u de 1 est d'environ 0,3949.
Voici les résultats obtenus. Nous voyons encore une fois la convergence de la moyenne de u de x vers la valeur réelle au fur et à mesure que sigma tend vers 0. Reprenons le deuxième exemple, sinus x sur x. Encore une fois, les résultats numériques convergent vers la valeur exacte au fur et à mesure que sigma décroît. Ces résultats s'étendent au cas multidimensionnel. Par exemple, nous pouvons considérer plusieurs variables gaussiennes de moyenne 0 et écart type sigma indépendantes. Dans ces cas, la densité de probabilité s'écrit sous la forme ci-dessous. Considérons un exemple en dimension 2. Sinus d'x1 plus 2x2 divisé par x1 plus 2x2 et calculons ça au point 1,2. Pour ces points-là, la valeur du UDA est d'environ moins 0,1978. Les calculs sont encore une fois réalisés par la méthode des trapèzes. Nous avons comme résultat ceux montrés dans ces transparents. Comme vous voyez, il y a convergence vers la valeur réelle lorsque sigma tend vers 0. Que se passe-t-il si, à la place d'avoir une intégrale sur l'ensemble des réels, nous faisons l'intégrale sur un intervalle borné alpha bêta? C'est-à-dire que nous essayons d'évaluer la moyenne des u de x sur l'intégrale alpha bêta. Considérons la situation suivante. L'intervalle alpha bêta étant donné, x est un point à l'intérieur de l'intervalle. Une gaussienne centrée au point x va s'étaler jusqu'à l'infini. Cependant, lorsqu'on fait sigma tendre vers 0, la probabilité des éléments se trouvant à l'extérieur de l'intervalle alpha bêta tend vers 0. Donc, pour sigma suffisamment petit, l'intégrale sur alpha bêta est une bonne approximation de l'intégrale sur R de f de sigma fois u. En effet, notons f indicien la fonction de répartition de la loi de Gauss de moyenne 0 et écart type égale à 1. La probabilité pour qu'x n'appartienne pas à l'intervalle alpha bêta s'écrit comme 1 moins la différence d'f1 en bêta moins x sur sigma et f au point alpha moins x sur sigma. Lorsqu'on fait sigma tendre vers 0, puisque x est supérieur à alpha, alpha moins x est négatif. Par conséquent, alpha moins x sur sigma tend vers moins infini. Et nous avons f1 de ces points qui tend vers 0. Dans l'autre point, bêta moins x est positif. Bêta moins x sur sigma tend vers plus infini. Nous avons donc f1 de bêta moins x sur sigma qui converge vers 1. Donc, l'ensemble converge vers 1 moins 1 qui est égal à 0. Nous avons donc que la moyenne approchée en faisant l'intégrale sur l'intervalle alpha bêta converge bien vers la valeur de u de x. Cependant, dans un intervalle borné, il peut se passer que les points choisis soient un des extrêmes de l'intervalle. Si je considère x égale alpha, par exemple, à ce moment-là, la situation se présente différemment.
En traçant la gaussienne, nous voyons que la moitié de la gaussienne reste à l'extérieur de l'intervalle. Nous avons toute la partie inférieure à alpha, la partie négative de la gaussienne, qui se retrouve à l'extérieur de l'intervalle d'intégration. Dans ce cas, l'intégrale ne nous permettra pas de récupérer l'intégration sur R, mais seulement sur une partie des nombres réels. Comme nous l'avons observé, ce sera toujours la moitié de la gaussienne qui se trouvera à l'extérieur de l'intervalle. Donc, l'intégration de f sigma sur l'intervalle alpha-bêta correspond pour sigma petit à une approximation de la moitié de l'intégrale sur R de f sigma fois u. En effet, nous pouvons faire les mêmes raisonnements que dans les cas précédents et nous voyons que dans ces cas, la convergence se fait vers 1,5. Ainsi, la moyenne de u de x converge vers la moitié de u de x lorsque sigma tend vers 0. Encore une fois, vérifions-les en pratique. Prenons la première fonction, l'intervalle 1, 3. Dans ce cas, 1,5 de u de 1 vaut environ 0,1975. Nous voyons la convergence vers cette valeur au fur et à mesure que sigma tend vers 0. La situation est identique pour la fonction sinus x sur x. Considérons à présent les cas multidimensionnels. Si x est un point intérieur du domaine d'intégration oméga, nous avons les mêmes résultats. Pour sigma vers 0, l'intégrale de f sigma fois u est une approximation de l'intégrale sur tout l'espace, et donc sa limite est u de x. De même que dans la situation précédente, si x est un point de la frontière de oméga de oméga, une fraction de la gaussienne reste à l'extérieur. Nous aurons donc que l'intégrale de f sigma fois u donne alpha fois u, où alpha est un coefficient compris entre 0 et 1. Reste à déterminer quelle est la valeur d'alpha. Voyons un exemple. Considérons les points en vert qui se trouvent sur les côtés droits du rectangle de cette figure. Quelle est la partie de la gaussienne qui reste à l'intérieur? Si nous traçons un cercle autour de ces points, nous voyons que la moitié du cercle reste à l'intérieur du rectangle. En effet, l'angle intérieur autour de ces points est la moitié de 2π, égale à π. Donc, dans cette situation, l'équation alpha est égale à 1,5. Considérons maintenant les coins supérieurs droits du rectangle. Ici, l'angle interne est π sur 2, soit un quart de 2π. Dans ce cas, seulement un quart de la gaussienne reste à l'intérieur de la région, donc alpha égale à un quart. La règle générale est que l'équation alpha égale à l'angle interne divisé par l'angle total, soit 1 moins angle externe sur angle total. L'angle total est de 2π en dimension 2 et de 4π en dimension 3. En dimension 2, nous avons alpha égale 1,5 sur les côtés du rectangle et alpha égale à un quart
sur les coins de rectangle. Vérifions ces formules en pratique. Considérons un triangle rectangle avec les dimensions 3, 4 et 5 sur les côtés. Considérons les points supérieurs, les points C, dont les coordonnées sont 0, 3. L'angle interne a un cosinus qui est égal à 3 divisé par 5. Nous avons donc un θ qui est d'environ 0,93 et la fraction des 2π correspond à 0,1476. Donc, nous nous attendons à une convergence vers 0,1476 fois la valeur du au point C. Considérons encore une fois la fonction sinus de x1 plus 2 fois x2 divisé par x1 plus 2 fois x2. Dans ce cas, la valeur approchée est moins 0,06879. Voici les résultats obtenus avec des différentes valeurs de sigma. Nous voyons que les résultats convergent bien vers moins 0,06879. Considérons maintenant le point B. Dans ce cas, les cosinus de θ vaut 4 cinquièmes et nous avons θ divisé par 2π environ 0,1024. Par conséquent, nous nous attendons à une convergence vers moins 0,019377 pour des différentes valeurs de sigma. Nous voyons qu'il y a bien convergence vers la valeur attendue lorsque sigma tend vers 0. Nous avons utilisé une gaussienne. Cependant, rien ne nous y oblige. Nous pouvons utiliser d'autres distributions à la place de la gaussienne. En réalité, nous pouvons utiliser une fonction arbitraire, f sigma, telle que f de sigma est positive et l'intégrale de f sigma dx est égale à 1. Une telle fonction est dite un kernel. La densité de la loi normale est le kernel gaussien. Pour des raisons numériques, on peut préférer une distribution à support borné, c'est-à-dire un kernel qui s'annule en dehors d'une région bornée. On peut trouver dans la littérature de nombreux kernels satisfaisant ces propriétés, notamment lorsqu'on parle des SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics, la hydrodynamique des particules lissées. Il s'agit des méthodes numériques pour la résolution des problèmes de mécanique des fluides, notamment des équations de Navier-Stokes. Vous trouverez dans la littérature sur la méthode SPH de très nombreux kernels. Par exemple, voici les kernels gaussiens en dimension 1, 2 ou 3. Voici les kernels cubiques, lui aussi en dimension 1, 2 ou 3. Voici les kernels quartiques. Et voici les kernels quantiques, qui est un des plus populaires. Enfin, voici les kernels double cosinus. À titre d'exemple, nous pouvons calculer U de 0 pour la fonction cosinus de x sur 1 plus exponentielle de moins x
avec h égale à 10 moins 3. Voici les résultats pour les différents kernels. Ils donnent tous la valeur correcte. Lorsqu'on considère l'intégrale sur des intervalles, le comportement est analogue. Nous voyons ici qu'encore une fois, les kernels donnent des approximations correctes. En dimension 2, la situation est analogue. Voici les résultats pour les différents kernels. Nous voyons qu'ils sont tous des bonnes approximations de la valeur exacte. Le comportement est identique au point B. La masse de Dirac sert aussi à l'interpolation et à la dérivation des données numériques. En effet, l'égalité u de x égale à l'intégrale de delta fois u peut être approchée par u de x environ l'intégrale de fh d'y moins x fois u d'y. Ici, fh est une approximation de la masse de Dirac en zéro. Considérons des données discrètes. Supposons que nous avons la valeur de la fonction u dans un certain nombre de points x1 jusqu'à x10 np. Nous pouvons approcher l'intégrale sur R comme étant une somme des coefficients Vj fh d'x indice j moins x fois uj, où x indice j est une des données et v indice j est un intervalle, la longueur d'un intervalle autour de ces points. Dans le cadre SPH, on appelle V un volume. On écrit les volumes comme étant la masse divisée par la densité. La masse est choisie par l'utilisateur de façon arbitraire. N'oubliez pas qu'elle est strictement positive. Puis, nous considérons l'approximation ci-dessus appliquée à la masse volumique, à ρ. Le terme ρ indice j fois v indice j est la masse volumique fois le volume et nous donne alors la masse. En prenant x égale à x indice i, nous avons une égalité qui nous définit la valeur du ρ indice i. Nous pouvons donc déterminer la valeur de chacun des ρ indice i. Récapitulons la démarche. Nous choisissons mi de façon arbitraire. Cependant, nous nous en souvenons que les masses sont des nombres positifs. Nous calculons ρ indice i. En ayant ρ indice i et les masses, nous pouvons approcher la fonction u par une somme des volumes masse sur densité qui multiplie fh. Il peut être utile d'utiliser une petite correction. En effet, l'intégrale se réalise sur les données et non pas sur l'ensemble des nombres réels. Il peut donc se produire que l'intégrale de fh y moins x dy sur l'ensemble oméga soit inférieure à 1, alors qu'elle devrait être égale à 1. Dans ce cas, une correction habituelle lorsqu'on travaille avec des distributions tronquées consiste à tout diviser par l'intégrale de fh sur la région considérée. Sur le plan de la discrétisation, cela revient à la formule ci-dessous. Voici un exemple de l'approximation réalisée sur la fonction sinus.
l'erreur est de 0,41%. Nous utilisons les kernels cubiques. Voici un exemple bidimensionnel avec les kernels quantiques. Examinons à présent la dérivation. Nous partons de la formule U égale à l'intégrale de delta d'y moins x fois U. En dérivant cette expression, nous avons qu'U' égale à moins l'intégrale du U qui multiplie delta prime. Lorsque nous avons f indice h à la place de delta, notre formule approchée devient U' égale à moins intégrale de f'H fois U. Nous pouvons donc approcher la dérivée à l'aide de la même formule que nous avons utilisée dans les cas précédents. La théorie de la masse de Dirac fournit une deuxième formule permettant de représenter la dérivée. Nous pouvons utiliser celle-ci, ce qui conduit à une formule du même genre, mais légèrement différente. Voici les résultats d'une approximation en utilisant ces formules. Ici, nous avons utilisé les kernels gaussiens. Voici une deuxième approximation des dérivées en utilisant les kernels quantiques. Il existe des formules analogues pour des dérivées partielles. Dans la suite du cours, nous allons utiliser ces expressions et la masse de Dirac pour résoudre un problème de couplage fluide et structure. Merci pour votre attention. Au revoir.